Marcom, Insight et Trend 2021, retour d'expérience. Cette keynote est donnée par Oriane Muller, directrice générale d'Harpagon. Bonjour Oriane. Bonjour Victoria, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour Oriane Muller, directrice générale d'Harpagon. Nous sommes un cabinet de conseil indépendant implanté à Genève et également à Paris et sommes spécialisés dans l'optimisation des dépenses et investissements des segments marketing, communication, médias et digital et packaging. On adresse de façon très opérationnelle aux côtés des équipes internes chez nos clients cinq grands domaines, cinq grands leviers qui sont les achats à travers des RFI et des RFP et des redesigns de spécifications, les processus, les organisations et les compétences, les outils et le ROI des médias, dont le digital, qui est un vrai sujet. Nos clients sont des grands comptes, des ETI, dans différents domaines, le domaine de la santé, de la cosméto, des retailers, toute entreprise qui va investir un minimum de 2 millions de francs dans sa communication ou son marketing. On a une expertise métier qui est très forte. Tous nos consultants sont des anciens de ce métier, qui viennent d'agences, d'annonceurs, de plateformes ou de médias. Et voilà, ça nous permet de faire ce trait d'union métier et très opérationnel entre les équipes marketing et les achats, qui sont deux mondes totalement différents mais qui doivent se rencontrer aujourd'hui pour adresser de véritables changes dans ces entreprises et aller chercher cette efficience nécessaire aujourd'hui. Voilà. Et tout ça en préservant l'ADN. C'est mon chien qui crache derrière, c'est sympathique, vive le télétravail. Et tout ça en préservant l'ADN et l'innovation et la qualité des marques. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter trois cas. Je vais tenter de vous donner un retour d'expérience par rapport aux missions qu'on fait sur les organisations et les compétences et vous parler de la définition de ce profil du directeur marketing communication. Qui est ce directeur marketing communication aujourd'hui? Comment il survit à ces mutations métiers, à ces mutations de contexte aussi avec le Covid, et je vais vous parler donc de ce profil. Vous expliquer que aujourd'hui c'est un véritable pivot business de l'organisation. Je suis désolée. Alors, je vais vous parler d'un directeur marketing communication qui serait plutôt dans une ETI ou chez un grand compte et qui serait en gestion d'une équipe entre 25 et 150 personnes. Donc, ça nous donne quand même un scope assez important à adresser. Et le profil de ce directeur marketing aujourd'hui, il est un petit peu différent. Déjà, il doit être un 2 en 1. Un 2 en 1 pour incarner le Marcom, qu'on appelle aujourd'hui le Marcom. Toutes les entreprises essaient finalement d'avoir une seule et même tête qui incarne le marketing et la communication. C'est vrai qu'on voit que quand on sépare ces deux métiers par un directeur marketing et un directeur de la communication, on se retrouve souvent avec des marques coupées en deux, des ADN avec des luttes de pouvoir, beaucoup de fournisseurs et beaucoup d'agences, et on se retrouve avec pas mal de soucis dans les entreprises. C'est aussi pour une raison d'efficience, vous vous en doutez, par les temps actuels. Voilà, si on arrive à avoir un directeur marketing qui vient du marketing et qui a la brique communication, c'est gagné. L'inverse est très compliqué. Un homme de com qui devra incarner la brique marketing, c'est plus complexe. Voilà, donc il doit avoir cette compréhension de la marque, de l'ADN, la vision et l'innovation. Ça, c'est la base de son métier. Et il doit avoir aujourd'hui, et ça c'est un élément, je vous parlais du pivot business de l'organisation, il doit avoir cette culture de la performance. Donc deux hard skills qui sont vraiment majoritaires, qui sont la culture de la performance et la connaissance du multicanal. La culture de la performance, c'est vraiment né alors c'est marrant parce qu'il y a une interaction, c'est parce que il y a un multicanal qui s'est organisé d'une façon très fine avec cette multiplicité des canaux où on peut activer à la fois le SMS, le mobile, le média, le point of sales et avoir tout un outil de tracking à travers la maîtrise de cette data. Ça nous met un directeur marketing comme en posture presque commerciale. Et ça lui donne finalement une activation, un enjeu business peut-être beaucoup plus prégnant qu'auparavant, où il avait des missions d'incarnation ou d'innovation ou de développement produit sur un marché avec un retour d'investissement, avec des ventes à opérer, mais c'était pas
si lié finalement à l'activation, à la promotion que cela. Et aujourd'hui, il a vraiment ce périmètre dans les rênes. Et d'ailleurs, on voit souvent des luttes un peu de scope ou de pouvoir entre les départements commerciaux et les départements marketcom. Donc, être un 2 en 1 pour incarner le Marcom, avoir la culture de la performance et la connaissance du multicanal, et enfin maîtriser la com de crise. Aujourd'hui, justement, cette multiplicité des canaux et cette parole du consommateur qui est présente à tout moment à travers les blogs, les avis, ces réseaux sociaux, c'est un peu l'épée de Damoclès des marques aujourd'hui, et un bon directeur Marcom doit être en capacité d'avoir une réactivité et une souplesse importante, une compréhension de la crise qui va arriver, du bad buzz, pour pouvoir adresser tout d'un coup une com spécifique et l'incarner, la porter auprès des médias. Donc c'est un peu un Zorro des temps modernes qui a un rôle clé, et le Covid a extrêmement accéléré ce besoin d'efficience et de com de crise. On a beaucoup de clients qui ont dû adresser des biplans, qui ont fait 3 ou 4 ou 5 plans marketing différents dans l'année avec le Covid pour rebâtir leur plan média, pour rebâtir leurs investissements. Donc voilà, sont des gens qui doivent avoir de la souplesse, de véritables acteurs du change. Ils doivent être en capacité de porter, d'avoir une appétence stratégique forte, être visionnaire, mais avec du courage, de la réactivité, de la souplesse, des convictions et beaucoup de bonne humeur, puisque je vous disais qu'ils sont en capacité de faire du change avec leurs organisations, des biplans express avec du Covid ou des mutations du marché. Et aujourd'hui, ils travaillent beaucoup main dans la main, le plus possible avec les achats, pour monter des plans de rationalisation pour faire face à cette crise mondiale. Et là, ça demande un accueil particulier de ces missions-là, puisque vous vous adressez des lancements, un catalogue, des missions de marketing ongoing, mais vous devez aussi monter ou savoir ouvrir votre bande passante sur des gros plans de rationalisation qu'on mène souvent en ce moment. Voilà, donc si vous êtes demain marketing comme directeur d'une grande ETI, il faudra incarner la vista de la marque et être business first. Ce sera votre plus grande qualité. Voilà sur le profil et les compétences de ce directeur marketing communication. C'est vrai aussi pour les chefs de produits et toutes les personnes de l'équipe d'avoir ces doubles compétences multicanal et performance. En tout cas, c'est vraiment ce que les annonceurs recherchent aujourd'hui, c'est ces deux leviers. Voilà, je vais vous parler maintenant des organisations et des processus. Donc on a évoqué les révolutions de ce métier, la multiplicité des canaux. Ça a conduit peu à peu les entreprises à avoir des impacts organisationnels qui sont majeurs, qu'on a vu petit à petit se faire transformer dans les entreprises, qu'on a adressé aux côtés des clients, notamment alors ce qui font partie des grandes tendances, qui sont le désilotage des services pour digitaliser l'ensemble de l'entreprise, l'horizontalisation des organisations. Donc aujourd'hui, un organigramme qui est efficient, c'est un organigramme où on descend à N-3 entre le dirigeant et le chef de produit. Toutes ces 3 grandes tendances organisationnelles ont posé des freins à l'efficience qu'on est aujourd'hui en train d'adresser chez les clients. Alors, ces freins sont assez naturels, viennent en conséquence de ces organisations. Alors que sont ces freins? La dilution des expertises, c'est-à-dire que si vous désilotez l'entreprise et que vous stretcher finalement les profils pour qu'ils soient tous et digitaux et 360 et multicanal. Je dis la même chose en 3 mots, mais globalement, ça nous donne une dilution de l'expertise, puisque finalement, où est le vrai expert? Qui lead? Qui est le patron? Qui incarne l'expertise? Et finalement, qui a la spécialisation forte pour porter l'expertise et la stratégie? Donc, ça nous amène ça. Ça nous a conduit à une explosion des processus à rallonge. C'est vraiment, et ça c'est le point que l'on rencontre le plus souvent et sur lesquels il faut agir pour aider les entreprises, c'est la coordination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous désilotez les services,
vous diluez les expertises. Ça veut dire que tout le monde, finalement, a un avis sur tout, a une corde à son arc pour être impliqué dans l'organisation. Vous allez générer une coordination tellement majeure que vous allez créer une réunionnite aiguë dans les entreprises avec 80 à 90% du temps des équipes, et on est plutôt proche de 90% en réunion du matin au soir. Alors l'effet Covid et l'effet télétravail a majoré tout ça, mais c'était déjà une grande tendance. Et en fait, aujourd'hui, on travaille à faire quoi? On travaille à redonner des mandats clairs au sein des entreprises. Donc, on a des missions vraiment de ways of working très claires pour redonner du pouvoir même aux chefs de produit, qu'ils puissent avoir un pouvoir de décision sur un scope et que chacun reprenne un lead, une responsabilité et qu'on soit plus dans une coordination où vous avez finalement parfois, et ça arrive, 20 personnes autour de la table pour décider comment va être le sac de caisse de demain. Et ça, aujourd'hui, quand on parle d'efficience, on va chercher des économies en faisant des négociations fournisseurs, sauf qu'on oublie que si vous faites le compte des salaires autour de la table au moment de choisir ce sac des caisses, je suis pas sûr que la marque ait envie de financer tout ça. Et c'est vraiment le nerf de la guerre de l'efficience, c'est la bande passante des équipes. Il y a ça, il y a challenger, donc c'est ways of working, sortir les gens de réunion, stopper le micromanagement. Le micromanagement, c'est un sujet intéressant puisque à l'ère économique un peu tendue, pour faire de la promotion, on a donné du management aux jeunes. Donc on se retrouve avec un jeune qui manage un jeune, qui manage un jeune. Donc ça fait beaucoup de micromanagement sans véritablement accompagner au management justement ces jeunes qu'on fait monter. Donc on se retrouve avec des sas de décision et des présentations internes de un qui présente au deuxième, qui va faire les corrections, qui va faire des corrections au troisième, au quatrième. Ça va arriver au directeur marketing qui dira mais pourquoi vous avez fait ce brief? On n'a pas besoin de développer ce produit. Donc le circuit décisionnel est un élément important. Et on travaille aussi beaucoup autour quand on parlait de ways of working, de ces circuits décisionnels pour leur donner finalement pour leur apprendre déjà à ne pas monter une proposition de 50 pages sur un PowerPoint et aller la présenter au directeur marketing en ayant été modifiée 4 ou 5 fois en arrivant aux différentes strates décisionnelles, mais peut-être de faire valider l'essentiel, l'essence même de l'innovation, du produit qui va être développé, pour avoir des feuilles de brief très très simples pour aller valider et vendre une idée comme ça, rien qu'avec ses convictions, savoir si on avance. Donc plutôt que de faire avancer toute l'entreprise autour d'un projet et d'arriver au final au décisionnaire qui lui a droit de vie ou de mort sur le projet et va donner son go ou son no-go très tard, vous avez eu tous les services de l'entreprise, le design, le pack, le développement, la qualité, qui seront intervenus en pure perte. Voilà. Donc ça, c'est des sujets d'efficience qui peuvent se régler par justement des voies différentes de travail et qui passent à travers la clarté des mandats, retrouver du core business, qui décide de quoi et qui en a la légitimité, sortir les gens des multidécisions et enfin les aider à aller plus court à l'idée, plus court à l'essence même de l'innovation pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Et ensuite, il y a un dernier élément qui est un travail d'efficience important, c'est l'industrialisation du business repeat. Le business repeat, c'est quelque chose que fait l'annonceur chaque année, chaque mois. Par exemple, s'il fait des promotions pour Noël, et ben vous avez des marques qui, à chaque promotion pour Noël, vont réinventer l'ensemble du processus. Donc, il faut essayer de capitaliser, et ça va introduire mon dernier sujet, de capitaliser sur tout ce qui peut être socle et qui n'a pas besoin d'être réinventé, ou en tout cas, s'il est réinventé, n'a aucune valeur pour le consommateur, ne va pas transformer en conversion de vente. Donc tout l'enjeu du directeur marketing aujourd'hui, c'est de dire, là ça vaut le coup de passer du temps, là c'est de la pure perte, ça c'est vraiment un sujet majeur. Donc si on enlève toutes ces business repeat et qu'on les industrialise, et je vais vous montrer un exemple autour du point of sales de la PLV par exemple, si on enlève ça, on supprime un gros travail de bande passante pour les équipes et on les laisse aller sur les vrais sujets pour pouvoir leur faire travailler l'idée, la stratégie, la réflexion, challenger ce qu'ils font de façon un peu plus puissante. Et là, du coup, j'introduis mon troisième sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est un business case, une des missions qu'on a réalisées, donc une mission vraiment très saving, optimisation. Donc je vous parlais d'identifier le repeat business pour anticiper et encadrer les besoins et les dépenses.
vous êtes face à une population qui est le marketing et la communication. Je vous resitue le décor. C'est une population qui crée, qui innove, et la créativité n'a pas de prix. Et donc, tout est refait, recréé, redéveloppé chaque année. Et là, on a un cas qui est assez simple, qui est intéressant. C'est dans le cadre d'un plan d'économie où on va aller chercher des savings et du cash, avec toujours l'obligation de préserver la qualité, l'ADN de la marque et la puissance de la création. C'est un grand écart, mais il est possible. Donc comment on fait? Donc là, c'est une mission sur des PLV. Vous avez un acteur du domaine du cosméto, une grosse ETI, qui adresse X PLV par an pour X lancements dans un réseau de distribution Y. Et on a analysé l'ensemble de ce scope, comment se découpe, comment se travaille l'ensemble de ces promotions. Il y a les promotions contextuelles qui vont être Noël, Pâques, etc. Vous avez les promotions lancement de produits, donc qui vont être majeures, qui vont porter et incarner les lancements de produits. Puis vous avez les animations de type 2, on va dire, de catégorie moins structurante pour l'entreprise. Alors là, on va cataloguer en fait les besoins. On va mapper ces dépenses, on va comprendre quelles ont été sur, par exemple, les 3 dernières années, les différentes PLV développées, celles qui ont marché, celles qui ont tenu, celles qui ont cassé, celles qui ont eu des retours qualité. On va construire une data pour comprendre cette dépense de PLV sous le prisme aussi de la créativité, et on va faire travailler un atelier très simple. On va pas partir dans une usine à gaz, on va être très opérationnel. On va mettre autour de la table le dev pack, la qualité et le marketing, et on va mettre tout autour auprès d'eux, tout sur la table, et on va choisir avec eux les 3 ou 4 PLV qui vont répondre à des cas différents qui sont majeurs. Par exemple, la campagne structurante de lancement, la campagne de Noël, et la campagne luxe. Bref, on va cataloguer, on va faire un catalogue de niveaux. En fait, on va niveler les PLV. Et on va leur faire choisir le best-seller, finalement, ce qui a été le plus gros succès, en tout cas qui a le mieux tenu, qui était le plus qualitatif. Et on va travailler autour de cela. Et puis, on va quantifier les besoins annuels. On va lancer un gros RFO, RFI, RFP auprès des fournisseurs. Donc, on va aller sourcer des fournisseurs en Europe, en Suisse, plus loin, pour voir si ça vaut le coup. Et puis, on va spécifier, faire des protos et aller chercher le produit le plus intéressant pour le prix le plus compétitif. On va négocier, etc. Alors cette négociation CRFI, c'est en tout cas la négociation pure et le parc fournisseur, réduire le nombre de fournisseurs, trouver des nouveaux fournisseurs, ça va apporter un levier qui va nous faire, qui s'appellera un levier acheter moins cher, le RFI RFP, qui va apporter à peu près 35% de saving sur la dépense, qui va constituer 35% de saving sur les 100% de saving qu'on va générer. Ce qui est intéressant, c'est que le acheter mieux, l'autre levier d'optimisation, qui est le redesign des spécifications, c'est-à-dire identifier, par exemple, faire ce catalogue de 3 formats à la place de 12 fait auparavant, de faire 2 formats de panneaux à la place de 8, bref, de cataloguer et peut-être d'identifier que le marquage à chaud hors gaufret on va niveler les niveaux de spécification pour leur proposer des catalogues d'options, et on va s'apercevoir que dans ce business case que je vous présente, sur une mission globale qui a duré à peu près 3 mois, sur la PLV, vous avez 42% de gains qui ont été réalisés. Alors là, le scope était 2 millions de francs et vous avez 42% de gains réalisés. C'est énorme. Si vous dites ça à un patron des achats, il va avoir les cheveux qui se dressent sur la tête parce qu'il va pas comprendre comment on a pu acheter à 42% trop cher. Mais en réalité, c'est pas ça. On a négocié à 35% en faisant des leviers plus forts qui est moins de prestataires, plus de partenaires, puisqu'on a réduit le panel fournisseur. Mon chien qui participe. Et puis, nous avons travaillé le levier acheter mieux, et qui est là, je rationalise avec le marketing, tout en douceur, parce qu'il faut les prendre tout en douceur, en interagissant avec eux pour choisir la PLV de demain, celle qui sera la référente. Du coup, ça participera aussi à une cohérence de marque. Ça sera pas forcément négatif pour la marque. Et après, ça leur donnera un espace de travail où ils se concentreront sur la créativité. C'est-à-dire que là où il y avait à chaque PLV un appel d'offres, un nouveau fournisseur, un développement de prototype, un développement de pack, une homologation qualité,
Là, vous l'avez une fois, on les a fait en une fois, au moment du RFI, RFP, et après c'est terminé. Ils ont un outil de pilotage qui permet quand même de les encadrer, parce que sinon ils peuvent après se dire, oh bah si on faisait quand même quelque chose de différent. Donc un outil de pilotage qui est remis aux achats, où ils vont chercher le nom de leur campagne, ils savent si elle est structurante, promotionnelle, etc. Quel type de PLV ils vont pouvoir adresser, quel format ils ont. Ils vont récupérer les spécifications techniques et ils auront le prix direct en face. Donc la dépense sera encadrée. Voilà. Donc l'idée de ce business case, c'était vous dire que la négociation fournisseur, la façon d'acheter, et c'est là où les achats rentrent en jeu, elle est importante. C'est en ça que c'est important de travailler avec les achats main dans la main, mais que ce qui est majeur dans les cas d'économie, et je pourrais vous présenter des business cases sur à peu près tous les sujets, on revient toujours au fait que si les achats et le marketing, communication travaillent ensemble dès le brief, ça permet d'anticiper et de travailler très différemment sur la façon de structurer la dépense. Et ça n'est pas vrai que pour la PLV, évidemment. Voilà. Merci Oriane, c'est hyper intéressant et ça montre bien que finalement la communication et le marketing se sont mis ensemble et que maintenant, simplement, on est vraiment en train d'homogénéiser ces deux approches très différentes et de manière à ce qu'elles se soient, disons, logiques et qu'on arrête de faire des choses à double ou disons qu'on ait des démarches qui vont dans le même sens. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on voit que finalement la digitalisation, elle se fait aujourd'hui maintenant à l'intérieur des entreprises. Et que cette fonction de Marcom, qui était un terme un peu qui est arrivé comme ça, on n'a pas très bien su comment, mais ça devient une réalité. Mais cette réalité, elle doit vraiment être aussi une réalité au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ton exemple, qu'une fois qu'on associe vraiment ces deux piliers et qu'on travaille ensemble, évidemment, ça change complètement l'angle de toutes les démarches. Alors, en effet, ça donne une force à la marque qui est considérable, puisque plus on est cohérent, plus on est fort, si le produit, si la façon dont on développe l'innovation produit, c'est tout de suite associé au raisonnement de communication, on va être beaucoup plus fort sur la sortie pour le consommateur. Donc clairement, ça donne un pouvoir même commercial, et c'est en ça que je vous dis maintenant, ça commence à aller sur les plates-bandes du commerce, ça donne un pouvoir business au marketing et à la com. Le fait de regrouper ces deux fonctions, ça donne un véritable pouvoir business. Mais est-ce que dans toute cette approche, alors je vois bien le marketing et la vente se rapprochent, je dirais la communication produit aussi est très logiquement intégrée dans cette logique de Marcom. Quid de la communication branding? Parce que j'ai l'impression que c'est l'élément un peu faible de tout cet édifice, parce que vu qu'on rationalise, qu'on arrive sur des produits, qu'on crée vraiment des funnels les plus logiques possibles. Or, le branding n'est pas aussi, on ne peut pas aussi l'optimiser. On doit être prêt à communiquer à pure perte. Et ça, comment est-ce qu'on l'intègre? Alors, vous avez tout à fait raison, et comme dans toute mutation, on va avoir des problématiques. C'est bien tout le talent du directeur marketing communication de savoir sur son plan de com affilier son budget, désigner un budget pour incarner sa marque et son brand. C'est pour ça que c'est très important s'il travaille ses activations produits qu'elles soient empreintes au maximum de son ADN de marque et que tout ait du sens et que tout soit tourné vers une plateforme de marque forte. C'est pourquoi on voit aujourd'hui que la plupart des marques renégocient avec leurs agences pour réintégrer une nouvelle plateforme de marque. Tous les consommateurs sont en quête de sens. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont parues ces derniers temps pour nous dire que les consommateurs veulent du RSE, du sens, de l'ADN. Et donc ces marques sont obligées de repasser par des plateformes et des contrats avec leurs agences pour avoir des visions fortes, parce que dans cette bataille de la data, de la promotion et de l'activation, on est un peu en train de perdre justement la force de ces marques et de ce branding. Et donc tout l'enjeu, c'est de justement faire cet équilibre entre ses activations et son branding pour évidemment gérer son court terme, ses ventes, et puis en même temps son long terme, l'assise de sa marque et son contrat. Et plus les activations sont en ligne avec le branding, plus la plateforme ou le socle de marque est fort et légitime. Quand je dis fort et légitime, c'est-à-dire que
les marques doivent se forcer à refaire une plateforme de marque qui n'incarne qu'elle et qui ne peut pas être substituable à une autre. Il faut vraiment se retrouver soi-même, retrouver son ADN et communiquer sur un message, une mission et se rassembler finalement pour que tout incarne ce message-là et porte ses valeurs de marque. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, le branding est laissé au responsable communication corporate, qui lui est en train de partir du côté des RP. Et donc, on recrée un autre silo, alors là, beaucoup plus peut-être, qui va avoir des conséquences très importantes, vu qu'effectivement, cet aspect du branding va sortir du marketing à nouveau, et va se retrouver plus proche du CEO et du RP qui, eux, vont construire cette plateforme de marque. Mais de l'autre côté, on est sur de l'opérationnel. Et puis, le système du digital, aujourd'hui, est d'aller vers les leads et d'aller vers ce qui plaît aux gens et qui n'est pas forcément en lien avec la proposition de la marque. Comment est-ce qu'on gère cette incohérence ? Alors Victoria, vous mettez le doigt sur exactement, c'est drôle parce que on a vécu ça dans une mission où justement le branding incarné par le corporate et les RP était tellement séparé du produit et de la marque que finalement ils avaient résolu le problème en disant le corporate s'occupera des réseaux sociaux LinkedIn et Twitter et puis la marque et le marketing s'occuperont des réseaux sociaux Facebook, etc. Et ça nous a conduit à des aberrations d'investissement où des grosses campagnes étaient développées uniquement pour aller sur LinkedIn parce que c'était le réseau social qui était ad hoc. Et donc, c'est une hérésie totale, ça ne marchera pas de séparer. Et aujourd'hui, si on a la chance d'avoir un profil qui peut avoir, et on en a beaucoup dans des entreprises, très récemment, on a bâti une organisation sur un acteur suisse qui gère et les RP et les médias et le merchandising et la com et le market. Donc oui, c'est des profils. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu le Zorro des temps modernes. C'est qu'il nous faut des profils qui ont cette vision 360 et idéalement qui puissent chapeauter les RP et les médias. Dans les RP, il y a aussi les influenceurs. Donc ça fait beaucoup de briques. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des core business, des expertises pointues pour avoir 5-6 direct reports pour le directeur marketing com, mais de toujours le laisser sous cette personne-là pour cette cohérence de marque. C'est clair que si on sort les RP et la marque, on n'a qu'une seule marque, on n'a pas de marque. Ça n'existe pas la marque. Alors on dit il y a la marque employeur, il y a la marque corporate, mais en réalité une marque c'est une seule et le consommateur il voit toujours la même chose. Donc on ne peut pas couper les choses en plusieurs. En tout cas, on ne peut pas couper les messages. Je pense qu'une marque est forte, plus elle est rassemblée et plus elle incarne dans sa plateforme un seul et unique message qu'elle redescend sur tous ses canaux et dans toutes ses problématiques. Est-ce que la solution, c'est de travailler par projet ? C'est d'arrêter de travailler en silo, en top-down, mais de travailler par projet, où dans chaque projet, on a des équipes qui sont pluridisciplinaires et qui, à ce moment-là, travaillent que pour le projet et n'ont plus forcément une casquette, soit communication corporate, soit marketing, soit vente. Alors, pour être vraiment au cœur de ces organisations et accompagner les clients sur du quotidien dans leur vraie vie, je pense qu'on aura. C'est très à la mode de mobiliser, de faire des team projets sur. C'est pas efficient, c'est-à-dire que malheureusement, quand on veut créer une dynamique avec il faut pas oublier que le time to market c'est aussi le nerf de la guerre du market et de la com. On a besoin de rapidité et de réactivité. Les réseaux sociaux les coms de crise demandent une réactivité monstrueuse et n'oublions pas, les ressources se sont amenuisées dans les entreprises. Une personne fait ce que faisait 5 il y a 10 ans. Donc, mais bon, on a la technologie pour l'adresser aussi. Personnellement, je ne crois pas du tout à ça. Pour avoir vraiment accompagné un bon nombre d'organisations et de salariés, il y a quand même un besoin, mais c'est humain, de savoir quelle est sa responsabilité. Enfin, nous, toutes les souffrances qu'on voit au sein des entreprises et des organisations qu'on aide à changer, ça part du constat que les gens ne savent plus à qui ils reportent, qu'est-ce qu'ils décident, qu'est-ce qui est dans leur scope. L'humain a besoin de repères, a besoin de savoir ce qui est en son pouvoir, pourquoi il se fera engueuler ou pourquoi il se fera féliciter et ce qu'il doit développer comme skill. Ça me paraît très compliqué aujourd'hui d'être bon dans tous les niveaux. On a des gens qui sont extrêmement talentueux, qui peuvent être des plumes et incarner le wording de la marque. On a des gens très talentueux.
Oui, tout le monde doit être digital, tout le monde doit comprendre le multicanal. Après, est-ce que tout le monde doit l'adresser? C'est pas mon opinion, et je vois trop de personnes en burn-out et en souffrance parce qu'ils adressent trop de sujets. Je pense qu'il faut retrouver un peu de sérénité. Ça me paraît un peu des sujets de mode, tout ça. Bon, comme Je crois qu'il faut toujours, des quand on va dans patrons un sens, on va toujours trop, et après on va revenir, on va retrouver une. Là, on est un peu loin et on est à l'ère de la coordination, je dirais. Et donc, on est à l'ère de la réunionnite. Et je pense que ça va finir par, et on le voit, hein, puisqu'on est beaucoup missionné là-dessus, on remet des choses au clair, très basiques, hein, sur qui fait quoi, qu'est-ce que vous avez comme responsabilité. Et non, chacun a des compétences pour lesquelles il a fait un certain nombre d'études. Et voilà. D'accord. Mais en Donc, tout cas, je ne crois pas merci. trop au team projet. Merci. En tout cas, c'est extraordinairement intéressant de voir la complexité et surtout l'arrivée de ce nouveau métier qui est en train de, disons, on le retrouve partout, effectivement aussi dans les PME. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence inaugurale. C'était un plaisir. Merci Victoria. Merci de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.